fait, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle sortie de l'émission Devenez Plus sur la branche FM où nous allons recevoir, disons, comme d'habitude, une invitée spéciale qui va nous parler et certainement sur les choix professionnels de nos étudiants en Haïti. Alors, cette émission est destinée, sincèrement, encore spécialement avec les parents, mais aussi les jeunes, en terminale surtout, afin qu'on puisse les aider à mieux choisir leur filière et pour pouvoir avancer dans la vie. Bonsoir Madame Elisabeth, encore bonsoir Elisabeth, comment ça va? Il paraît qu'on a un petit problème dans le son, on va pouvoir arranger ça. Oui, comme je le disais, nous avons Elisabeth avec nous. Bonsoir, Monsieur Raymond. Ça va, merci pour vous. Je vais très bien, merci. Alors aujourd'hui, nous avons un sujet spécial. Alors c'est un sujet qui te passionne énormément et on dit c'est l'orientation professionnelle des jeunes. Qu'est-ce que cela te dit pour pouvoir parler de ce sujet aujourd'hui? Effectivement, mais avant même d'entrer dans le sujet, je tenais particulièrement à remercier le, toute l'équipe de Bange et Agir Motivation Oui, pour merci. pour prendre part à l'émission Devenez Plus. OK? Effectivement, c'est une occasion pour moi de partager, d'échanger avec des parents, les jeunes sur un sujet qui me tient à cœur, qui est l'orientation professionnelle. Donc, et je souhaite à tous, à toutes et à tous, les C'est auditeurs ça. présents, auditrices, de Devenez profiter plus. pleinement de cet échange, de poser des questions. Nous sommes là pour ça aussi. Je suis là pour ça, pour répondre. Et puis, c'est ça. Donc, voilà. Ah oui, c'est Donc, ça. qu'est-ce que l'orientation? Quelle est l'importance de l'orientation? Tout d'abord, il faut comprendre que l'orientation, ça permet quoi? L'orientation permet à un jeune à réfléchir sur son avenir, OK? Sur son avenir pour pouvoir identifier le métier ou une carrière en adéquation avec sa personnalité, ses aptitudes et aussi ses intérêts. C'est C'est ça. une chose très importante à faire ressortir au niveau de l'orientation, OK? Et je dois vous dire que si vous notez bien l'orientation depuis plus de, je pourrais dire, 15 à 20 ans, elle joue une place très importante dans les écoles, surtout dans les écoles nord-américaines, en Europe, plus particulièrement en France, où est-ce que au niveau du secondaire, OK, vous allez le plus souvent retrouver un conseiller en orientation, OK, et aux États-Unis, on parlerait plutôt de un advisor, un career advisor. Donc, ça veut dire que c'est, je pourrais dire, une carrière qui est de plus en plus demandée au sein des universités aussi et tantôt au niveau des écoles. Je ne sais pas si vous me recevez, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un problème de connexion. Vous me recevez, Monsieur Raymond? 5 sur 5. OK. Donc maintenant, pourquoi l'orientation, il est important, par exemple, dans le cadre d'un élève en terminale, de penser à son orientation? Tout d'abord, je dois dire que en terminale, moi, je considère d'ailleurs que arriver à la terminale, des fois, c'est un petit peu tard, on pourrait le dire ainsi, de penser à son orientation. Je, j'encourage toujours les parents et les jeunes à déjà se projeter dans l'avenir à la fin de la troisième secondaire, par exemple. Une façon de voir comment je me vois dans 5 ans, dans 6 ans et pratiquer comme métier. Qu'est-ce que je vois pratiquer comme métier? Pourquoi c'est important de penser à son orientation bien avant? Parce que quand on arrive en terminale, le délai est court. Quand on arrive en terminale ou en philo, comme on veut l'appeler, le délai est en cours entre la période de réflexion et éventuellement les applications au niveau des universités. Donc, si un étudiant a la possibilité de le faire dès la fin de la troisième, début seconde, encore mieux. Et quand on évalue le système, si on prend le système français, par exemple, OK, l'étudiant, quand il arrive en seconde, qu'on considère le lycée d'ailleurs, qu'on appelle le lycée, il doit, selon la nouvelle réforme, depuis la seconde, à penser à ses choix de spécialité. C'est D'où ça. l'intérêt déjà de d'avoir une idée de son projet d'orientation. Parce que la seconde, d'ailleurs, est considérée comme une classe d'orientation. Oui, c'est ça. Parce que au niveau, à partir du deuxième trimestre, il aura fait un premier choix
allons dire qu'il va choisir au moins 4 spécialités. Et à la fin de l'année scolaire de la seconde, ça veut dire le troisième trimestre, ces choix de spécialité devront être validés. Et arrivé en première maintenant, il devra faire la sélection définitive de ses choix pour passer à la terminale. Donc, c'est pour vous dire que l'orientation est avant tout un projet professionnel. Et c'est Oui, quoi c'est un ça. projet? Un projet, il faut penser à un objectif, d'où la raison de se visualiser, d'où la raison aussi, dans le cadre du projet d'orientation, de penser à, ses, à prendre le temps de faire une auto-réflexion sur sa personne, la découverte de soi, qu'est-ce que j'aime, quels sont mes talents, quelles sont les compétences que je dispose, quels sont mes centres d'intérêt, et ne pas se baser uniquement sur les notes. Les notes ne reflètent pas votre personne. Les notes font partie, je pourrais dire, de votre parcours. C'est important parce que ça sert comme indice, mais on ne peut pas se limiter uniquement à votre bulletin scolaire pour un choix d'orientation. C'est ça. Mais en fait, merci pour, disons, toutes ces explications. Alors, comment, disons, un jeune ou encore des jeunes peuvent-ils découvrir en quoi il excelle, ou du moins, et passionne en même temps, à très bas âge, pour ne pas attendre jusqu'au terminal pour pouvoir y penser? Bon, pourquoi j'ai encouragé à partir de la troisième, c'est que arrivé en troisième, l'étudiant a une certaine maturité parce qu'on parle quand même d'un étudiant au moins de 14 ans. Oui, OK? c'est ça. Et quand arrive en seconde, on retrouve un étudiant au moins entre 15, à partir de 14-15. Donc, il peut plus ou moins évaluer certaines choses. OK? Donc, pour pouvoir trouver sa passion, il faut se connecter avec soi-même. Il C'est ça. faut connecter avec soi-même, à savoir identifier ses qualités. En quoi je suis bon et qu'est-ce que je prends plaisir à faire. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi? Quels sont mes centres d'intérêt? Très souvent, on a tendance à banaliser, mais si vous avez par exemple un passe-temps, OK? C'est important aussi de le prendre en considération parce que très souvent, les jeunes pensent que le fait que ils ont des centres d'intérêt comme quoi un jeune qui joue au football ou qui joue un instrument musical ou qui joue, par exemple, qui fait le ballet ou bien qui fait la danse ou qui aime cuisiner, par exemple, ça fait partie intégrante de la personne, OK? Donc, ça peut aussi nous servir d'indice parce que très souvent, et ce que vous devez savoir, en pratiquant notre passe-temps, ça développe chez nous des compétences aussi. Par exemple, quelqu'un qui prend du temps à jouer un instrument musical, ça développe l'écoute active, ça peut développer aussi, ça lui donne un talent, ça lui donne un talent parce que c'est pas donné à tout le monde de jouer un instrument musical. Quelqu'un qui danse, par exemple, aussi, c'est un talent. Et ce que j'ai tendance à dire aussi, ça développe des qualités ou des compétences chez nous, comme par exemple, quand on prend le temps qu'on a notre cursus à suivre avec l'école, notre planification scolaire durant la journée. Et en fin d'après-midi, les activités extrascolaires, on se retrouve soit à jouer au football, soit à pratiquer le football, soit à faire de la danse ou à jouer un instrument musical. Ça développe chez nous, par exemple, comme j'ai dit tantôt, la concentration, ça peut développer la discipline, être en mesure de pouvoir jongler entre son horaire d'école et ses activités extrascolaires, c'est pas donné. Qu'est-ce qu'on peut aussi se demander? Qu'est-ce que je prends plaisir à faire? Se connecter avec soi-même. Est-ce que je peux passer des heures et des heures à parler, à échanger avec les autres, à me relationner? Est-ce que je suis sensible? Est-ce que, par exemple, et je fais preuve d'empathie, ça veut dire que je suis toujours à l'écoute des autres sans les juger? Est-ce que j'aime aider? Est-ce que j'aime prendre soin des autres? Ou bien est-ce que j'aime prendre soin de mes animaux? Tout ça, c'est des questions qu'on peut arriver à se poser pour pouvoir justement identifier quelle est ma Comprendre, oui, ça. passion, qu'est-ce que je prends plaisir à faire, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'attire. OK? S'il y a une personne que vous admirez, par exemple, dans votre entourage, que ce soit votre professeur, un de vos parents, ou bien un proche parent, ou bien un grand cousin ou une grande cousine, pourquoi cette personne m'attire? Qu'est-ce que cette personne fait que j'aime?
tout ça, ce sont des éléments aussi qui peuvent contribuer à votre projet d'orientation. Sans compter maintenant, là, je parle vraiment, je pourrais dire connaissance, je parle côté et qualité, force, talent, centre d'intérêt, mais aussi au niveau de l'école. Quelles sont mes matières préférées? Pourquoi? Quelles sont les matières pour lesquelles je suis moins bon? Pourquoi? Si par exemple vous participez à l'école, vous faites partie d'un comité ou bien vous fait partie que vous êtes délégué de classe, par exemple, que vous avez une certaine responsabilité, c'est important aussi de voir, est-ce que vous faites preuve de leadership, est-ce que vous avez du charisme, tout ça aussi peut vous aider à répondre à ces questions-là et à commencer à voir chez vous qu'est-ce que vous aimez. Est-ce que j'aime l'argent? Quand je dis j'aime l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends le temps, j'économise, j'aime budgétiser. Je prends plaisir, par exemple, à vendre. À l'école, je vends des plumes, je vends des articles qui me permettent justement de générer de l'argent. Ça, c'est déjà un indice. Vous vous imaginez un jeune qui déjà a cette capacité-là de vendre. Ça veut dire qu'il a être vendeur, c'est une chose. La capacité aussi de convaincre l'autre pour acheter, c'est une autre chose. Donc, tout C'est ça ça, aussi, ça développe des qualités chez nous, des talents chez nous. Mais vraiment. qu'on a tendance pas à réfléchir, on a tendance à minimiser, ah, ça, c'est rien. C'est pas ça qui va m'aider à chercher ma carrière. C'est pas vrai. C'est parce que tout simplement, en tant que jeune, on minimise tellement les choses qu'on ne réalise pas que chaque Détail, exactement que nous faisons nous permet d'acquérir des compétences, nous permet de nous définir aussi, nous permet aussi de contribuer à notre avancement, OK? À mettre cette petite touche sur notre personnalité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai bien dit dès le début, vous n'avez pas intérêt à vous limiter uniquement à votre bulletin scolaire. c'est ça. Il est un indice, certes, mais il n'est pas le seul. En fait, en parlant de ça, on va en parler des pressions sociales et familiales en même temps. Comment les attentes des parents, des professeurs et même de la société peuvent-ils, disons, donner une sorte de pression aux étudiants ou encore aux jeunes qui vont pouvoir chercher en quoi ils excellent, encore en quoi et qu'est-ce qui leur passionne vraiment. Entre la passion et ce dont on excelle, et il y a vraiment des problèmes entre ce dont nos parents, encore les parents des jeunes, encore les professeurs, la société attendent et ce dont les jeunes, eux, veulent offrir aux sociétés, à la société. Très bonne question. Mais je pense que cette question, je vais la décortiquer. Je vais D'accord. la décortiquer. Je vais commencer par prioriser les parents. OK? Effectivement, les parents, de manière, je pourrais dire, consciente ou inconsciente, peuvent influencer les jeunes dans leur choix de carrière. N'oubliez pas aussi qu'on parle de deux générations. Donc, en partant, les parents, des fois, et comme j'ai dit, de manière consciente et inconsciente, influencent le choix d'orientation de leurs enfants. Pourquoi? Parce que les parents aussi, ils ont leurs petites inquiétudes. Quels parents ne voudraient pas voir leurs jeunes et s'épanouir, réussir? Et les parents aussi ont leur peur. Ils ont peur que le jeune échec. Donc, pour eux, de par leurs connaissances, de par leurs croyances, ils pensent que, par exemple, ils peuvent à ce moment-là guider et dicter, si je pourrais le dire ainsi, et leur enfant sur le choix de leur orientation. Donc, ça veut dire que automatiquement, ça crée certaines fois et une pression. Pourquoi? Parce que les jeunes ne sentent pas qu'ils ont droit, je pourrais dire entre guillemets, sur leurs décisions. OK? Ils sentent que c'est de manière imposée. Si vous regardez maintenant, et si on rentre avec ce qui se fait de nos jours et qui a toujours donné des résultats, par exemple, et les métiers les plus connus, on retrouve le droit, on retrouve des études en médecine. Bon, là, maintenant, dans l'ère de la technologie, donc les parents apprécient peut-être davantage les études en programmation, mais vous voyez que le plus souvent, les parents apprécient davantage ce genre d'études, sans compter aussi si le parent est un travailleur autonome, qu'il a une entreprise et qu'il souhaite qu'il y ait une passation qui se fasse, le plus souvent, ce parent-là peut créer, je pourrais dire, davantage de pression sur son enfant. OK? Donc,
D'une part, c'est dans ce sens-là que les parents se retrouvent, je pourrais dire, à mettre la pression, à influencer l'enfant et l'enfant, lui, il n'a pas forcément recours, je pourrais dire, à autre chose parce que justement, il n'a pas droit à l'expression, il ne peut Mhm. pas peut-être faire face à ses parents ou il ne veut pas déplaire son parent donc, ou ses parents. Donc, à ce moment-là, il se retrouve à faire des choix juste pour leur faire plaisir, mais qui au fait ne les correspondent pas. Je comprends. Donc, on peut tomber déjà en, je pourrais dire, un échec en orientation, si je peux parler ainsi. Mhm. L'influence des enseignants. Vous savez que les écoles traditionnelles, si je peux le dire ainsi, on vous qualifie d'être, soit vous êtes scientifique parce que vous êtes bon en mathématiques, soit vous êtes littéraire parce que vous êtes bon en français. Donc, automatiquement, l'enfant se situe face à les autres élèves de la classe, OK, ou soit face au discours ou l'étiquette qu'on lui donne, ça veut dire que tu es bon en maths ou tu es nul en français, ou vice-versa, tu es nul en français et tu es bon en En maths. maths. Donc, c'est comme ça que l'enfant se catégorise. Donc, automatiquement, même quand même quand vous parlez à un enfant, par exemple, moi, je reçois des jeunes et très souvent, je leur dis, OK, quelle est votre matière préférée, par exemple? Et puis, l'enfant ne base pas sa réponse sur la matière préférée. Il va me dire, ah, j'ai de bonnes notes, par exemple, en anglais, donc je pense que j'aime bien l'anglais. Comme j'ai des mauvaises notes en maths, mais je ne suis pas bon en maths, donc je pense que je suis nul en maths. Donc, l'enfant aussi se crée ses propres croyances limitantes. Mhm. Donc, il se situe par rapport à sa note, où est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon. Donc, et l'école aussi contribue à cette façon de penser. Et en dernier lieu, je voudrais aussi parler, comme j'ai dit, Oui, oui. l'influence de la société. L'influence de la société, comment elle peut influencer d'une manière ou d'une autre dans le choix d'orientation d'un élève ou d'un jeune. N'oubliez pas que, surtout dans une société comme la nôtre, qui est une société très machiste, vous allez beaucoup voir que il y a l'influence du genre, du genre et du niveau social aussi. Donc, ça veut dire que vous allez vous retrouver probablement avec des femmes ou des jeunes filles qui travaillent aussi bien à l'école, arrivées à l'université qui travaillent aussi bien et qui occupent des postes similaires à ceux des hommes, mais qui sont moins rémunérés. Donc là, certaines fois aussi, même arriver, une jeune fille, quand elle arrive maintenant à faire des choix d'orientation, qui essaie de voir quels sont les débouchés, etc., qui évoluent par exemple en Haïti, il va prendre, cet étudiant-là va prendre en compte tout ça. OK, maintenant, bien sûr, il y a exception à toute règle. Il y en a qui peuvent se démoquer, il y en a qui peuvent décider de ne pas se laisser intimider par ça. Mais il ne faut pas ignorer le fait que quand même, au niveau de la société, il y a l'influence du genre et il y a l'influence du niveau social. Prenons l'exemple de la partie académique. Vous allez voir, par exemple, que un élève de famille défavorisée, OK, c'est très rare que vous allez voir que cet étudiant arrive peut-être à des études supérieures, Mhm. OK. Ça peut arriver, ça peut arriver très minime que Oui, très l'étudiant rare. termine ses études classiques, ça veut dire qu'il obtienne son bac. Comme ça peut arriver, mais le plus courant, l'élève se retrouve des fois après le certificat à abandonner ou des fois après la troisième, dépendamment des moyens de ses parents. OK? Parce que pour entrer aussi dans les écoles publiques, on le sait déjà, c'est très compétitif et pour les, pour les accepter. En revanche, les élèves maintenant de familles favorisées, vous allez voir par contre qu'ils ont plus de facilité, ils arrivent à terminer leurs études secondaires, ils obtiennent leur bac, plus deux, et ils arrivent aussi à acheminer des fois jusqu'à des études supérieures et même niveau master et Oui, c'est doctorat. vrai. Donc, tous ces acteurs-là, je pourrais dire, contribuent ou influencent d'une manière consciente ou inconsciente sur le choix d'orientation d'un jeune. Et ce que moi, je pourrais dire, même par rapport à la société, ça va avoir un impact maintenant sur le marché du travail. Pourquoi avoir un impact? Parce que cette inégalité-là qu'on retrouve, comme j'ai mentionné tantôt par rapport aux gens et au niveau social, vous allez même les retrouver en entreprise. Donc, vous allez voir, par exemple, que les entreprises vont favoriser
à des postes de grande responsabilité, un jeune qui a des compétences et des connaissances acquises ou des expériences pour le recruter. Et le jeune, lui, qui fait partie d'une famille défavorisée, qui n'a pas eu la possibilité de progresser, d'évoluer d'une certaine manière, il sera probablement embauché, mais il n'occupera pas des postes importants au sein de l'entreprise. Bien sûr, moi, j'aime toujours dire qu'il y a des exceptions à toute règle, il y a des gens qui se démarquent, qui peuvent faire la différence, mais quand on prend de manière générale, le tableau, quand on le regarde le plus souvent, c'est ce qu'on a tendance à retrouver. Qu'est-ce que je dirais dans tout ça? Moi, ce que je dirais dans tout ça, c'est que j'encourage ces différents acteurs, que ce soit parents, enseignants, entreprises, parce que je suis quand même un RH, ok? Je suis quand même un gestionnaire en ressources humaines, donc j'ai une idée de comment fonctionnent les entreprises aussi. Moi, j'encourage ces acteurs indistinctement à avoir ce qu'on appelle une coéducation générationnelle. Parce qu'on doit prendre conscience que le monde bouge, la technologie avance, mais les générations aussi ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas, les écoles, par exemple, ne peuvent pas garder le même système traditionnel qu'il y a peut-être 30 ans, 40 ans, et vouloir l'appliquer à des générations qui, premièrement, leur capacité d'apprendre, leur capacité d'apprentissage, leur fonctionnement est nettement différent des générations antérieures. Donc, c'est toujours bon de la même façon que le monde bouge, nous, en tant que parents, nous, en tant qu'enseignants, nous, en tant que professeurs, en tant qu'entreprise, on est aussi appelés, d'une manière ou d'une autre, à se réinventer, à s'ajuster, à se modifier, à venir avec des changements. OK? Ceci va quoi? Ceci va favoriser d'un côté ce qu'on appelle l'éducation inclusive. Donc, ça veut Oui, dire c'est ça. que l'élève à l'école, ce serait bien que la direction pense à des programmes, OK, adaptés pour leur offrir cet encadrement-là en matière d'orientation, OK, qu'ils soient pour qu'ils aient accès aux différents outils, OK, leur permettant justement, ou bien un personnel qualifié pour ça, leur permettant justement de faire les choix adéquats pour déterminer un métier ou une carrière en adéquation avec leur personnalité et leurs aptitudes. Parce que moi, j'ai eu des cas d'étudiants qui vous disent qu'ils veulent faire la médecine et quand vous regardez, par exemple, les bulletins scolaires, ils ne sont pas scientifiques du C'est pas tout. adapté. Mais quand on met l'élève au fait accompli, qu'on lui dise, OK, voilà, C'est un mais génie. vraiment vous disposez de la personnalité qu'il faut, à savoir vous aimez venir en aide, vous êtes empathique, vous aimez prendre soin, etc. Mais de notre côté, voilà, pour le côté scientifique, mais quand ils vous disent qu'ils veulent aller probablement médecine, ça ne veut pas dire qu'il veut être docteur. Il Mhm. parle d'une manière générale, mais si maintenant il a accès à l'information qu'il voit, ah, je peux aller vers le paramédical. Oui, oui. Qu'est-ce que ça implique le paramédical? On trouve les soins infirmiers, on trouve par exemple les kinésithérapeutes, Oui, c'est ça. vous voyez ce genre de métier. Mais si l'élève n'avait pas ce renseignement, il se limiterait uniquement à des études de médecine. Donc c'est Oui, pour oui. vous montrer que l'école de son côté aussi a une partition à jouer. Les parents eux-mêmes, quelle partition ils ont à jouer aussi? Pourquoi? C'est favoriser une coéducation générationnelle, c'est que ils doivent, je pourrais dire, se démarquer des Le influences et stéréotype. des croyances limitantes qu'ils ont, comme quoi pour réussir, pour être quelque chose dans la vie, il faut être médecin, il faut être avocat, il faut être ingénieur, il faut être architecte. Il y a un petit travail à faire aussi sur soi pour qu'on puisse accepter d'une part, le choix de l'enfant, cela ne veut pas dire que ce choix sera définitif, mais apprendre à l'écouter, le laisser parler, s'exprimer sans jugement, c'est aussi important. Et c'est ça qui va créer cette cohésion, je pourrais dire, et que le parent puisse, à ce moment-là, s'il le faut, s'il ne sent qu'il ne peut pas aussi, ça peut arriver, qu'il fasse des recherches, qu'il contribue aussi dans la recherche de son enfant pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver parce que le parent, il est le mieux placé. Il connaît son enfant mieux
que toute autre chose. Donc, ça veut dire que d'autres personnes. Donc, il est le mieux placé pour être son copilote et son co-orientateur. Pour les entreprises, moi, je dis toujours que si on ne donne pas la possibilité à un jeune qui n'a pas d'expérience, comment va-t-il faire ses C'est preuves? Il a besoin d'une ouverture quelque part pour faire ses preuves. Donc, je pense que des fois, c'est bon aussi aux entreprises de donner la chance d'ouvrir des possibilités en termes de stage pour que justement, on puisse donner à ce jeune ou aux jeunes la possibilité de se prouver. OK? Et à ce moment-là, l'entreprise aussi peut créer une banque de données. Il a accès à des jeunes qui ont fait des stages, qui se sont peut-être démarqués et qui ont apporté aussi de leurs connaissances, de leur expérience. Et pourquoi pas, dans un futur, ce seraient des jeunes qu'on pourrait bien, bientôt embaucher et occuper des postes aussi importants au sein de l'entreprise qui pourraient graver des échelons, pourquoi pas. Mais ex- leur donner cette chance de faire leurs preuves. En fait, la question à 1 million de dollars dont je vais te poser pour aider les parents, bien sûr, c'est comment les parents peuvent-ils aider les enfants afin, dans leur choix, bien sûr, afin de favoriser cette éducation intergénérationnelle dont tu parles. Comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas de recette magique. OK? Il n'y a pas de recette magique. C'est pas comme quand on est en train de faire un gâteau ou qu'on est en train de Mhm. préparer une tarte. OK? Et moi, tout d'abord, je dis toujours aux parents que vous devez être les copilotes et les co-orientateurs de votre enfant. OK? Ça veut dire quoi? Ce que vous devez savoir aussi, c'est pas forcément de longues études qui va garantir un job heureux à votre enfant. Les choses ont beaucoup changé. C'est pas comme le temps de nos grands-parents et de nos tantes à nous aussi. Les choses ont beaucoup changé. Certes, nous vivons dans l'ère de la technologie, la compétition est grande, mais c'est pas des longues études qui vont vraiment garantir un job heureux ou que l'enfant va forcément faire beaucoup d'argent, etc. Non. Ce qui serait important pour vous aussi comme parents, c'est d'être à l'écoute, OK? De challenger, de ne pas juger votre enfant, et de le laisser parler. Et pourquoi ne pas essayer de le canaliser, de devenir un développeur de richesse de vos enfants? Ça veut dire que essayer aider l'enfant à se connecter avec lui-même, apprenez-lui à identifier certaines choses. Si par exemple chez lui, vous voyez que sa chambre est toujours bien rangée et il prend ses responsabilités, il fait ses devoirs, c'est un point à faire ressortir. Ça veut dire que ça démontre que l'enfant fait preuve de discipline, d'organisation, il est méthodique, il est organisé. C'est important de faire ressortir ses points parce que très souvent, c'est beaucoup plus facile pour nous de faire ressortir les défauts que de faire ressortir les qualités. Mais l'enfant, lui aussi, a besoin de savoir en quoi je suis bon. Et là, les premières personnes le plus souvent qu'un enfant fait confiance, ce sont ses parents. Parce que ce sont les deux premières personnes qu'il voit, Oui. OK, devant lui et qu'il attend toujours leur validation. Donc, Mhm. d'où la raison pourquoi je dis soyez un copilote, soyez un co-orientateur pour lui. Ensuite, accorder du temps de qualité. Ça veut dire que ça peut arriver que votre enfant décide maintenant, il est, parce qu'il est stressé aussi. Vous imaginez faire un choix d'une carrière que vous allez pratiquer toute votre vie, ça génère Mhm. du C'est ça. stress. Donc, c'est là que le parent peut venir en aide pour justement rassurer l'enfant, OK, qu'il est avec lui et aider les enfants dans leur recherche. Si par exemple vous voyez qu'il a plusieurs métiers qui l'intéressent, moi ce que j'encourage, pourquoi ne pas l'encourager à faire des stages, OK? Et à faire des recherches, comme ça va lui permettre de se mettre dans le bain, de voir, OK, ce métier, est-ce que je me vois pratiquer ce métier? Ou bien je m'étais fait une idée de ce métier, je me trouve face à ce métier. Donc, ça va l'aider justement à pouvoir confirmer ou infirmer si ce métier est fait ou non pour lui. D'où encore, je reprends l'importance d'être un co-orientateur, un copilote. Ensuite, j'ai dit ça tout à l'heure, je le redis encore. Faites face à vos influences et à vos croyances limitantes et ne les laissez pas vous envahir
car elles impacteront inévitablement vos enfants. Elles vont avoir une influence sur vos enfants parce que vos opinions comptent pour vos enfants. Et d'une manière ou d'une autre, ils agissent et ils influencent parce que l'enfant, lui, il veut plaire à ses parents. Donc, d'où la raison de limiter, je pourrais dire, vos discours négatifs et de prioriser les discours plutôt positifs. Et puis démontrer à l'enfant que vous croyez en lui, sincèrement, Oui, c'est que vous exact. croyez en lui, vous croyez en ses compétences, vous l'encouragez, vous le responsabilisez. Ainsi, vous allez pouvoir l'aider à trouver son orientation et aussi à identifier, pourquoi pas, un objectif qui lui permettrait justement d'accroître ses efforts. Ce que j'entends par un objectif, par exemple, j'ai donné tout à l'heure l'exemple d'un élève que j'avais reçu en orientation qui était mordicus, qui voulait se lancer dans le secteur médical, mais Mhm. qui n'était pas vraiment, qui n'avait pas un profil scientifique, mais il avait toutes les qualités, la personnalité idéale pour aider, pour prendre soin. Eh bien, Élève, cet élève a pu se diriger vers le paramédical et il est épanoui en ce parce que moment. justement, il ne sait. Et puis aussi, il y a une autre chose que vous devez savoir, que je n'ai pas dit tantôt, c'est que il y a des métiers aussi, dépendamment de la société auquel nous évoluons, qui sont et minimisés. Donc, ça veut dire Mhm. que dans notre société, infirmier, ça veut dire on a tendance à avoir comme un jugement de Oui, oui, valeur oui. sur être infirmier. Et pourtant, faut Interprétation. c'est une interprétation moi je dis qu'il faut vraiment bannir, Mhm. ok? Parce que quand vous regardez de nos jours dans les pays nord-américains, un infirmier, surtout après la pandémie, Mhm. c'est un métier qui est très recherché et qui est très bien rémunéré Oui, c'est ça. et qui a plein de débouchés. Ça veut dire, on peut commencer en anglais, comme on dit, comme un registered nurse. OK, ça veut dire que vous faites des études allant de 18 à 2 ans, 18 mois, pardon, à 2 ans. Ensuite, vous pouvez passer comme un practitioner nurse, qui a une spécialité. Ensuite, que vous grandissez peut-être, parce que ce qui est intéressant que je ne savais pas, j'ai fait plein de recherches, c'est que au niveau de l'infirmier, on peut avoir différentes spécialités. Donc, on peut retrouver un infirmier qui se spécialise après un nombre de temps qu'il évolue, par exemple, dans un département pour les prématurés, il peut se Mhm. spécialiser comme un infirmier au niveau et pour les soins à des nouveau-nés prématurés. On peut retrouver un infirmier aussi qui se spécialise en cardiologie, un infirmier qui spécialise en chirurgie, un infirmier qui se spécialise en psychiatrie. OK? C'est ça. Donc, c'est pour vous montrer que choisir un métier, c'est une chose, faire le choix de métier. Mais il y a différents embranchements aussi qu'on peut retrouver dans un métier. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours, et aux parents et aux jeunes, une carrière n'est pas obligée d'être linéaire de nos jours. Oui, je comprends. Enfin, en fait, nous allons terminer une minute. Et en quoi est-ce important de faire appel à, disons, un coach de carrière? Par rapport à tout ce que je viens de lister là, ok, moi j'encourage toujours, même si je fais ça comme métier, et je suis très passionnée d'accompagner, d'aider les jeunes, j'aime échanger avec Mhm. les ados, j'encourage toujours à se, à faire une demande d'accompagnement en orientation quand vraiment vous sentez le besoin. Parce que je dois vous avouer quelque chose, Monsieur Raymond, c'est que très souvent, c'est pas le jeune qui a besoin d'une orientation, C'est le parent? ça c'est le parent. Oui, parce que la pression est tellement forte et que le parent, lui, il voit les mois et que l'année va passer et son enfant ne sait pas ce qu'il veut étudier. Ils sont vraiment eux-mêmes déboussolés, perdus et puis ils me contactent comme quoi j'ai une baguette magique parce que le Mhm. coach de corps, il n'a pas de baguette magique. Non, non. OK? Ça veut dire tout ce que je viens de lister là, c'est ce travail que je vais faire avec l'enfant. Ça veut Oui. dire que c'est un travail d'introspection. Avec l'implication de l'enfant et du parent aussi. Oui, ça veut dire que mon approche et en termes d'orientation professionnelle, d'ailleurs, d'où la raison que je dis coach.
en orientation professionnelle, c'est parce que tout simplement, je ne me limite pas uniquement à un processus, je pourrais dire traditionnel, qui est l'orientation professionnelle, que je reçois le jeune, que je lui donne des outils, que je fais la passation de tests psychométriques ou de tests d'inventaire professionnel ou de motivation, dépendamment du profil de la personne qui vient me voir. Mais aussi, j'encourage le jeune à se poser les bonnes questions. Ça veut Mhm. dire que quand je reçois un jeune en orientation, la première chose que je lui dis, tu sais, je n'ai pas de baguette magique. Tu auras ta partition à jouer, j'aurai ma partition à jouer. C'est ça. Et pour ne pas dire il a au moins, je pourrais dire 70%, moi j'ai 30%. Ça veut dire que la lumière est éteinte, j'allume tout simplement l'interrupteur. Oui, Ça c'est veut dire ça. que j'éclaire les différents doutes qu'il avait, les inquiétudes, parce que très souvent aussi, il y a des jeunes qui viennent me voir en orientation, qui savent ce qu'ils veulent, mais ils ont un manque de confiance Oui, c'est ça. en eux-mêmes. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, dépendamment du profil que j'ai devant moi, je vais être en mesure de voir quelle serait l'approche la mieux adaptée à cette personne-là. Et donc, parents, à quel moment faire appel à un conseiller ou un coach en orientation professionnelle? C'est quand vous avez été par élimination, que vous avez tout essayé, que vous avez justement créé cet environnement, je pourrais dire, de confiance, d'écoute, de partage, et que vous voyez malgré ça que vous n'y aboutissez pas. Là, vous pouvez faire appel à un conseiller. Et même quand vous faites appel à un conseiller, donnez aussi la possibilité à l'enfant de communiquer. La première rencontre, certes, le conseiller va échanger avec les parents parce qu'il doit exposer l'approche et en quoi ça Oui, c'est ça. consiste, le bilan de l'orientation, c'est quoi, etc. Ensuite, le déroulement se fait avec le jeune, mais le parent a un regard. Ça veut dire mon approche, j'informe les parents et sur une base hebdomadaire de tout ce qui a été fait, de tout ce qu'il y a à faire parce que le, 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 le jeune doit s'investir aussi. Il s'agit avant tout de son projet, ok, c'est de son projet d'avenir. Et donc, j'aime bien quand les parents, par exemple, me donnent un feedback parce que après au moins la deuxième session, le parent peut déjà commencer à noter une certaine différence. Ça veut dire que l'enfant va se sentir beaucoup plus impliqué. Pourquoi? Parce que l'enfant sent qu'il n'est pas jugé, l'enfant sent qu'il a une prise en charge, l'enfant trouve des outils aussi qui l'aident dans le processus. Et puis l'enfant sent qu'il a un espace où est-ce qu'il peut s'exprimer C'est ça. sans jugement. Donc, si vraiment vous n'y arrivez pas, là, vous pouvez faire appel à un conseiller en orientation, un coach en orientation, comme vous voulez l'appeler, coach de carrière. Mais je vous encourage vraiment à faire ce petit travail. Et vous serez étonné aussi de voir que en faisant ce petit travail, en créant cette atmosphère de communication, d'échange, de partage, d'écoute, ça resserre les liens aussi. Et le jeune va se sentir à l'aise de venir envers ses parents pour lui parler, pour lui communiquer ses ressentis et il sera à l'aise de vous faire part tantôt de ses réussites que de ses échecs Oui, c'est aussi. ça. Bon, merci et Elisabeth, l'émission touche à sa fin et merci énormément pour cette mine d'or que tu nous as fait part aujourd'hui et c'est sûr qu'on va pouvoir continuer à en parler à ce sujet qui te passionne autant pour pouvoir avancer. Et comment peut-on te trouver sur les réseaux sociaux? OK. Bon, sur les réseaux sociaux, je Sociaux, suis c'est ça. sur Instagram. OK. C'est arroba et your talent builder. OK. Talent Builder. Ils peuvent aussi me trouver sur TikTok. Aussi, je suis sur LinkedIn. Mon LinkedIn, c'est plutôt professionnel, mais Mhm. je suis sur ces trois pages, OK? Et sur ma page Instagram, sur une base régulière, par exemple, les jeudis, j'interviens vraiment pour les jeunes. Je fais des posts, des contenus pour les jeunes, justement, dans le cadre d'orientation, choix de métier, choix de carrière, motivation scolaire. Et sur TikTok, j'échange beaucoup sur, par exemple, tout ce qui est créer la confiance en soi pour passer des entrevues, les encourager à faire des stages, comment constituer un curriculum. Donc, je vous encourage à suivre mes pages, OK, sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous pourrez continuer à vous renseigner sur ce qui est le choix de carrière, tantôt les jeunes comme les parents, parce que très souvent, je m'adresse beaucoup aux parents. Je leur donne des outils qui peuvent les aider à mieux orienter leurs enfants aussi, et eux-mêmes aussi en tant que professionnels, à
faire des remises en question, à s'améliorer comme personne, tant dans le monde professionnel que dans le monde, que dans leur vie privée. Merci Elisabeth, c'était un plaisir de t'avoir pour cette émission extraordinaire et pour une autre émission, ce sera à lundi prochain. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.